pour, pour votre présentation. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la présentation de cas. Donc, Monsieur Sedina, si vous pouvez partager votre écran. Donc, Madame Sokhna, nous allons vous passer la parole pour nous présenter le cas que vous avez au niveau de votre laboratoire, laboratoire du CHR, Centre hospitalier régional de Saint-Louis. Madame Sokhna, vous avez la parole. Merci, Dr. Ousseynou. Je m'en vais vous présenter un cas pratique qu'on a eu à rencontrer ici au labo. La présentatrice, c'est moi-même, Sokhna Gueye. Le nom de l'institution, c'est le Centre hospitalier régional de Saint-Louis. Date de la session, c'est le 26 avril 2024. Cas pratique numéro 5. Le cas concerne des résultats inattendus suite à une demande de charge virale chez des patients HIV2. Il concerne le management qualité post-analytique et analytique, l'amélioration, suivi des actions correctives et préventives, amélioration continue, plainte et réclamation, procédure analytique, vérification des méthodes et compte rendu des résultats et diffusion. L'échantillon, le type d'échantillon soumis, c'est du sang total, mais c'est du plasma qui a été envoyé au labo de référence. Le type d'analyse demandé, c'est la charge virale HIV2. Date de prélèvement, c'est le 2 janvier 2024. Nom du préleveur, c'est un agent communautaire. Nom du prescripteur, c'est le médecin de prise en charge. Service de provenance, c'est le CHR Saint-Louis. Reçu au labo le 29 mars 2024. Description du cas pratique. Il s'agit de 3 patients suivis à l'hôpital. La première est âgée de 57 ans, suivie depuis octobre 2015. Son profil est le HIV2. Il était sous TDF 3TC LPV. Il a subi une transition vers le TLD en 2023. Déclarée observante avec une charge virale en 2019, 2022 et 2023, indétectable. Et en 2024, sa charge virale est revenue égale à 5880 copies par ml. La deuxième est âgée de 46 ans, double profil, mis sous traitement depuis juin 2010. Son profil est le HIV 1+2. Il était sous AZT 3C NVP. Il a subi une transition vers le TLD en 2021. Déclaré observante avec une charge virale en 2022 et 2023 indétectable. Il s'est avéré en 2024, il est revenu avec une charge virale égale à 7660 copies par ml. Et la troisième est une HSH, âgée de 38 ans, suivie depuis mars 2016, souvent perdu de vue. Son profil est le HIV 1+2. Il était aussi sous AZT, 3TC, LPV. Il a subi une transition vers le TLD en novembre 2021. Déclaré observante avec une charge virale indétectable en 2018 et 2019. En 2023, il a eu une charge virale égale à 11 400 copies par ml et 27 700 copies par ml après 3 mois. En 2024, sa charge virale est revenue indétectable. Action entreprise. Suite à ces réclamations, nous avons fait un retour au labo de référence pour une vérification des résultats rendus. Les échantillons ont été testés à nouveau et ont donné les mêmes résultats.
Au niveau du CHR, l'assistante sociale a convoqué les patients pour une discussion. Les patients étaient surpris des résultats parce qu'ils affirment être observantes. Les deux premiers patients. L'assistante sociale a renforcé l'observance et les a donné rendez-vous dans 3 mois pour une nouvelle mesure de la charge virale suite aux recommandations du labo de référence. Difficultés rencontrées et raison de soumission du cas. On a eu des discordances, une discordance des résultats observés avec la conduite des patients, c'est-à-dire par rapport à l'observance. Difficulté pour expliquer ces discordances aux patients et pour le rendu des résultats. Merci de votre aimable attention. Ah, merci beaucoup, Madame Sorna, pour le cas que vous nous avez présenté. Et toutes nos félicitations d'avoir traité ce cas et nous le faire parvenir ici pour la présentation, pour une présentation. Donc, si je peux résumer le cas d'aujourd'hui que vous avez au niveau de votre laboratoire. Donc, il s'agissait de 3 patients qui sont suivis au niveau du laboratoire du centre hospitalier régional de Saint-Louis. Et, pour la première personne, elle est âgée de 57 ans et elle est suivie depuis octobre 2015. Son profil sérologique est le VIH2 et elle est sous traitement avec le TLD. Et sa charge virale en 2019, en 2022 et en 2023 était indétectable. Mais en 2024, vous avez reçu une charge virale de cette même patiente qui est détectable avec 5880 copies. Et pour la deuxième patiente, pour la deuxième personne, elle est âgée de 46 ans. Elle est aussi suivie depuis octobre 2010. Elle a un double profil. Elle a un double profil VIH1 et VIH2 et elle est sous traitement avec le TLD. Et sa charge virale en 2022 et en 2023 était indétectable. Mais en 2024, sa charge virale est détectable avec 7660 copies. Et pour la troisième personne, elle est âgée de 38 ans. Elle est suivie depuis mars 2016 chez vous. Et son profil sérologique est le VIH1. Elle est sous traitement avec le TLD et sa charge virale en 2018, en 2019 était indétectable, mais en 2023, elle est revenue avec une charge virale qui est détectable avec 11 400 copies par ml. Et 3 mois après, sa charge virale reste toujours élevée avec 24 700 copies, n'est-ce pas? Ensuite, lors d'une étude organisée par le ENDA, elle est revenue avec une surinfection à double profil, VIH1 et VIH2. Sa charge virale en 2024 est revenue indétectable, alors qu'en 2023, elle était détectable avec avec une charge virale élevée. Comme action entreprise, vous avez fait un retour au niveau du laboratoire national de référence pour une vérification des résultats qui vous ont été rendus. Et les mêmes échantillons ont été testés avec le labo référence à nouveau et les données et les résultats sont les mêmes. Au niveau de votre structure, au niveau du laboratoire, au niveau du centre hospitalier régional de Saint-Louis, l'assistante sociale a convoqué les patients pour une discussion. Les patients étaient surpris de ces résultats parce qu'ils affirmaient être observants. Donc, ils suivaient bien leur traitement et leur rendez-vous. Donc, l'assistance sociale a davantage renforcé l'observance malgré ces résultats et les donné un rendez-vous de 3 mois pour une nouvelle mesure de charge virale. Donc, comme difficulté que vous avez rencontré, d'abord, la discordance des résultats que vous avez eus malgré la bonne conduite des patients. Et aussi, comment expliquer à ces patients ces discordances liées à ces résultats. Donc, Madame Sorna, je pense que j'ai bien résumé votre cas. Oui, docteur Hussein, vous avez bien résumé le cas. D'accord, merci beaucoup. Donc,
Nous allons essayer d'ouvrir avec la communauté des questions de clarification. Donc, s'il y a des questions, merci de le signaler, de lever votre main. Comme ça, la parole sera à vous pour poser les questions. Donc, nous attendons vos questions à la communauté. Vous avez la parole. S'il y a des questions. Doc- Au revoir. Oui, oui, professeur. oui, docteur Ousseynou, avant que vous ne donniez la parole à Abdurrahman, je vois qu'il y a une main qui est levée. Tout à fait. J'aimerais juste remettre ce cas dans son contexte, hein. Donc, ce sont des patients qui sont infectés par le VIH-2, qui sont suivis, chez qui on a fait des demandes de charge virale, mais les charges virales antérieures étaient indétectables. Et sur la dernière valeur de charge virale, on trouve une charge virale qui est élevée. Et donc, Sokhna, son problème, c'était comment expliquer que des patients qui étaient observants se retrouvent avec une charge virale à la prochaine mesure qui est élevée. Donc, ce sont des choses qui peuvent arriver dans, dans la prise en charge des patients. Et je trouve que c'est un cas qui est très intéressant. Et c'est pour ça qu'on l'a retenu aujourd'hui pour une discussion. On a parlé de patients infectés par le VIH-2, mais ça aurait pu être des patients infectés par le VIH-1. Voilà, donc peut-être je vais vous redonner la parole pour... je crois qu'il y a Abdurrahman qui voudrait prendre la parole. Je voudrais juste faire cette précision. Merci. Merci beaucoup pour ces précisions. Donc, nous allons passer la parole à Abdurrahman Yakouba qui a une question. Abdurrahman, vous avez la parole. Oui, rebonjour. Donc, merci également à professeur pour cette mise au point. Je lui passe mon bonjour également. Je voudrais justement réagir à ces cas. Pour moi, la problématique qui a été posée, qui doit être plutôt posée ici, est-ce que réellement ce patient est observant? C'est vrai, on a demandé à l'APS, donc aux assistants sociaux qui ont vérifié, demandé s'il y a une observance thérapeutique et les patients ont affirmé qu'ils sont bel et bien observants. Mais dans ce cas, à mon avis, il y a lieu de faire le dosage pharmacologique et seulement avec ce dosage pharmacologique, nous aurons la preuve si les dolités ou les TLD, telles que la combinaison donnée, elle est effectivement à une dose efficace dans le sang de ces patients-là et qui est à même d'effacer ou de supprimer la charge virale. Peut-être si on a une réponse ici et que ils sont observants, on trouve que effectivement après le dosage pharmacologique, il y a une concentration efficace de produits dans le sang et qui a même de réagir donc pour effacer ou supprimer la charge virale. En ce moment, si on a toujours cette charge virale qui est élevée et que le dosage pharmacologique est bon, en ce moment, on peut penser, à mon avis, et revoir peut-être une possibilité qu'il y ait une résistance, puisque c'est de plus en plus décrit des résistances, notamment à la dolutegravir, puisqu'ils ont switché à un schéma thérapeutique sous TLD. Voilà un peu ce que je voudrais ajouter par rapport à ces cas que je trouve très intéressants. Et voilà, donc je vous remercie à nouveau. Je vous passe la parole. À vous. Merci. Merci beaucoup, Abdurrahman, pour l'intervention que vous avez faite, vraiment qui est très importante. Donc, je pense que Mme Sorna a pris note de vos préoccupations pour ce cas. Donc, nous passons la parole à Ganchiri qui a levé la main. Ganchiri, Bonjour, docteur Ousseynou. Bonjour à la communauté. et à Bignona, comment ça se passe? Oui, ça se passe bien, alhamdulillah. Alhamdulillah, vous avez la parole. Je félicite Madame Sohna qui a présenté ce cas intéressant. Moi, j'avais juste une suggestion à donner parce que lors de sa présentation, j'ai entendu que ce n'est pas elle qui a fait les prélèvements.
Donc, moi, je me dis que je fais à 80% confiance au traitement avec le dolutegravir. Maintenant, parce que j'ai eu à faire des charges virales avec des gens qui en ont pris. Maintenant, je voudrais savoir s'ils ont fait un second prélèvement parce que peut-être les patients peuvent dire qu'ils sont observants. Peut-être ils ont peut-être, ils ne pourraient pas dire à l'assistant social qu'ils ont raté le traitement. Mais dès l'instant qu'ils les avaient reconvoqués au niveau de la structure, pourquoi refaire un second prélèvement pour confirmer, par exemple, ce qui a été dosé en premier? Parce que les mêmes prélèvements, il peut y avoir des erreurs au moment de la phase préanalytique lors des prélèvements parce qu'elle a dit que c'est un agent communautaire qui a prélevé et on les a acheminés les prélèvements. Peut-être il y a aussi des erreurs lors de la phase préanalytique. Donc, c'est ça mon inquiétude. Peut-être qu'il était important de faire un second prélèvement lorsqu'on les avait convoqués au niveau de la structure pour avoir au moins les bonnes comparaisons avec le patient. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Ganchiri, pour votre intervention. Donc, je pense que Madame Sorna a bien pris note. Donc, je vais lui passer la parole d'abord pour qu'elle vienne sur ces deux questions avant qu'on puisse continuer avec les autres questions. Madame Sorna? Madame Sorna? Sorna, Oui, est-ce que vous docteur êtes... Hussein. Voilà, c'est bon. Vous êtes Oui, connecté, c'est bon. Allez-y. Mhm. Vous avez bien reçu les deux interventions de Dr Abdourahmane et Ganchiri. Oui. D'accord, donc nous donnons la... Merci, docteur Hussein. Pour répondre à docteur Abdourahmane, les patients affirment bel et bien être observants. C'est ce qu'ils nous ont dit. Et nous aussi, on les croit sur parole. Parce que depuis le début de leur traitement, ils ont toujours eu une charge virale indétectable. Donc, on les a cru sur parole. Et pour Gaïsiri, on n'a pas fait un second prélèvement lorsqu'on les a convoqués. L'assistante sociale les a convoqués pour une discussion. Elle a renforcé l'observance et elle les a donné rendez-vous dans 3 mois, qui sera au mois de juillet, pour une vérification, pour une nouvelle mesure de la charge virale. D'accord, merci beaucoup, Sorna, pour ces clarifications. Nous voyons ici la main levée du professeur prof. Oui, docteur Ousseynou, comme je suis loin du pays, je peux intervenir comme je veux. D'accord. En Vous fait, avez tout fait. non, je voulais en fait, par rapport à la question de l'intervention de Abderrahmane, lui dire que effectivement, on aurait pu envisager un dosage pharmacologique, mais ce n'est pas quelque chose qui est à notre portée. Donc, vous avez raison, c'est toujours difficile de savoir comment un patient est observant, mais l'idée ici, c'est de discuter et de voir dans notre contexte de tous les jours, en fonction des moyens dont nous disposons, comment arriver à résoudre ce genre de cas lorsqu'ils surviennent. Donc, effectivement, vous avez raison, un patient peut dire qu'il prend un médicament alors qu'il ne le prend pas, et c'est véritablement le dosage pharmacologique qui pourrait permettre d'apporter la bonne réponse. Mais lorsqu'on se trouve à Saint-Louis ou même à Dakar, ce n'est pas un examen qui est toujours disponible, c'est uniquement dans le cadre de la recherche. Voilà, donc c'était juste pour lui indiquer que le dosage pharmacologique ne nous est pas accessible et pourtant, il faut qu'on trouve des solutions. Voilà, merci beaucoup. Tout à fait, professeur. Merci beaucoup vraiment pour ces éclaircissements apportés à notre niveau. Bon, comme facilitateur, nous ne pouvons pas poser des questions ni faire des contributions. Donc, nous voyons la main de Arsène qui est levée.
mais nous allons passer la parole à Axel. Heureusement qu'on a un professeur à notre côté pour venir intervenir et apporter des éclaircissements. Merci beaucoup, prof. Axel, vous avez la parole. Monsieur Axel. Bon, nous allons passer la parole à Axel, vous nous recevez? On ne vous entend pas? Bon, on va passer la parole à Abdourahmane. Alors, Baoui, vous avez la parole. Abdoul Kader. Oui, bonjour, merci pour la parole et merci pour la présentation. Moi, c'est Zamadou Kadri, je suis technologie biomédicale au Centre hospitalier universitaire de Tengango, à Ouagadougou. Ma question, c'était par rapport à la réalisation de la charge virale pour le VH2. Et chez nous, au Burkina, peut-être dans nos laboratoires, on arrive à réaliser, on a le réactif en temps spécifique pour le VH1. Donc, depuis, on n'a pas encore croisé de réactif qui nous permet de réaliser la charge VH pour les patients VH2. Maintenant, ce n'est pas à votre niveau comment vous avez à réaliser ou bien c'est le même réactif qui arrive à détecter la charge virale. Sinon, on pourrait penser peut-être que c'est pas aussi si au cas où c'est le même réactif VH1, ça peut être une réinfection, ou bien une co-infection avec le VH1 après. Merci Merci pour la beaucoup. présentation. Merci beaucoup, Abdul Kader, pour l'intervention et votre préoccupation. Nous allons passer la parole à Sorna. Sorna, vous êtes là avant l'intervention du prof. Sorna? Oui, docteur Hussein, je suis là. Oui, vous avez bien reçu les préoccupations d'Abdul Kader. Non, je n'ai pas entendu sa question. La connexion avait un petit souci. Euh, Oui, ma question, c'est par rapport à la réalisation de la charge virale du VH2. Chez nous, on a le réactif pour le VH1. Non, on ne réalise que la charge virale chez les patients infectés du VH1. Pour le 2, j'aimerais savoir si vous avez un réactif qui permet de réaliser spécifiquement le VH2. Ou bien on utilise l'appareil Roche de Cobas 4800, mais on n'a que le réactif pour le VH1. Mais pour le VH2, j'aimerais comprendre comment, ou bien vous avez des réactifs pour ça. C'était ça ma question. Maintenant, je dirais que ça peut être aussi une co-infection. S'il se trouve que c'est le réactif que nous on utilise, nous, on pourrait penser à une infection pour le VH1. Co-infection, merci. D'accord. Merci beaucoup, Abdul. Nous invitons au prof d'intervenir pour cette question, cette préoccupation de Abdul concernant les réactifs du VIH2 et les plateformes du VIH2. Prof, vous nous recevez? Oui, je vous reçois très bien, mais je pense que cette question, l'expert Adia pourra y répondre, donc je vais la laisser répondre. Par contre, il y a une autre question sur le chat. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y a Dr Jules qui a posé une question. Euh, il demande s'il y a une possibilité de voir l'évolution immunologique avec les CD4. En fait, est-ce qu'il y avait eu la mesure des CD4 SORNA? Est-ce que sur le plan clinique, les patients présentaient une évolution défavorable? SORNA. D'accord. Sorna? Oui, docteur Hussein. Oui. Prof, nous, on ne fait pas la mesure des CD4 ici. Au niveau de Saint-Louis, ici, on ne le fait pas. On ne fait que la charge virale du VIH1. Même pour les VIH2, on les envoie à Dakar, au labo de référence. Et maintenant, même si les patients présentaient des signes défavorables, je pense pas. Ou bien, je n'ai pas la réponse à cette question parce que c'est le médecin qui les a boostés. Moi, je ne les ai pas vus. D'accord, Sorna. D'accord, Sorna. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup pour vos interventions. Nous allons basculer un peu sur prof pour voir exactement quelles sont son intervention concernant la question de Gilles.
On avait demandé à professeur Ndeye Fatou, je ne sais pas si elle est connectée. Non, là, Professeur Ndeye Fatou du CTA, elle n'est pas là. pas encore. D'accord. Je crois que on va peut-être donner la parole à l'experte qui va aussi voir si elle a des questions de clarification. Ce que je peux dire, je l'ai mis sur le chat, c'est qu'il n'y a pas de CD4 dans tout le pays, en fait. Ce n'est pas seulement, Docteur Ndiaye, je vois que vous réagissez, ce n'est pas seulement EPIC. Le programme Oui. sénégalais a décidé depuis à peu près 3 ans de ne plus acheter de CD4 et tout le focus avait été mis sur les charges virales. Donc, effectivement, aujourd'hui, on ne peut pas savoir au plan immunologique quel est l'état de nos patients. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on va peut-être revenir au CD4. Donc, maintenant, par rapport à la question sur la charge virale, je crois qu'on a Adia qui est présente et qui pourra apporter toutes les réponses. Madame l'experte. Merci beaucoup, prof, pour votre intervention. Donc, je pense qu'il n'y a plus de main levée avant de tourner vers l'expert d'aujourd'hui. S'il n'y a pas d'autres questions à la communauté, donc nous allons passer la parole à notre expert ici présent aujourd'hui, de se présenter d'abord et de revenir sur les questions de clarification. Madame Aya, vous avez la parole. Merci encore, docteur Seydou. Merci à l'ensemble de la communauté. Par rapport à la question de Allo Baouni, donc je vais revenir sur sa prof. Effectivement, comme l'a dit Madame Sorna, au niveau national, on a très peu de plateformes qui prennent en charge les VIH. C'est pour ça qu'elle a acheminé les demandes au niveau du laboratoire national de référence. Maintenant, par rapport au CD4, depuis que l'OMS a déclaré comme produit standard du suivi de la charge virale, le pays a arrêté d'acheter les CD4 depuis 3 ans. Donc, on les voit rarement, peut-être dans les cas du projet. Maintenant, moi, j'aimerais savoir si l'agent communautaire, il a été habilité à faire les prélèvements. Et est-ce que c'est l'agent communautaire qui a assuré la phase pré-analytique des échantillons, le pré-traitement des échantillons avant l'acheminement au niveau du laboratoire national? Merci. Merci beaucoup à notre expert pour son intervention. Donc, nous allons retourner à notre présentatrice de cas. Sorna? Oui, docteur Seydou. Oui, vous avez bien entendu la question de notre expert. Oui, je l'ai bien entendu. D'accord. Oui, l'agent communautaire est bien habilité à le faire. Avant que je rejoins, avant que je rejoins la paillasse de la charge finale, c'est lui qui aidait euh, l'ancienne technicienne qui était là-bas. Moi, je l'ai trouvé là-bas en train de l'aider. Maintenant, si je suis absente ou bien que je suis de garde, si on a des charges virales, c'est lui qui fait les prélèvements, la phase post-analytique. Après, le reste, quand je viens, je continue. Mais il est bien habilité à le faire. D'accord. Merci beaucoup, Madame Sorna. Madame Aya, c'est bon. Donc, merci beaucoup. On voit qu'aussi au niveau de la communauté, il n'y a pas de main qui est levé pour d'autres questions. Ousseynou, il y a une question qui est posée par Arsène. Je pense qu'il n'a pas pu prendre la parole. Il dit oui. qu'il n'a pas bien compris si les charges virales étaient faites à temps et si les patients étaient encore sous traitement ARV. Ensuite, il dit quelle est la conduite à tenir pour ces patients dont les charges virales restent toujours élevées. Donc, je pense que Adia reviendra largement sur ça. J'ai juste répondu que les charges virales ne sont faites au Sénégal que pour des patients qui sont sous traitement. D'accord. Merci beaucoup, prof. C'est au niveau du chat. Oui, c'est au niveau du chat. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, prof, d'avoir répondu à cette question. Donc, je pense que l'ensemble de la communauté, les questions ont été posées au niveau du chat et
ici présents sur la plateforme. Donc, nous allons passer voir les recommandations. Donc, nous invitons à la communauté s'il y a des recommandations à donner concernant ce cas. Est-ce qu'il y a des recommandations que vous avez concernant ce cas à donner à Mme Sorna? Oui, prof. Oui, avant les recommandations, il y a encore une autre question, Oui. celle de Aminata Maïga, qui demande, voilà, est-ce qu'il n'y a pas d'autres pathologies sous-jacentes comme une hémopathie, par exemple? Alors, là, je vais répondre à la place de Sorna et dire que, en réalité, nous n'adressons que des questions de laboratoire. Donc, on n'a pas tout le dossier du patient. Peut-être que ce sont les cliniciens qui auraient pu nous dire si ils suspectaient une autre pathologie. Mais je crois que le cas ici, il est très simple, hein. En réalité, on a des résultats de charge virale. On pensait qu'ils allaient être indétectables parce que les patients habituellement prennent bien leurs médicaments. Et on sait que si le traitement est bien suivi, la charge virale, elle est indétectable. Et on se rend compte que dans cette présentation de cas, il y a 2 patientes qui, d'après leur déclaration, sont observantes, mais leur charge virale revient supérieure à 1000. Et puis, il y a un patient qui habituellement avait une charge virale qui était supérieure à 1000 et qui revient indétectable. Donc, voilà vraiment résumer le cas. Donc, on ne peut pas trop nous avancer sur les aspects cliniques parce on n'a pas la totale maîtrise de ces éléments-là. On va essayer seulement de dégager des hypothèses par rapport aux données que nous avons, c'est-à-dire qu'est-ce qui pourrait expliquer euh, qu'on ait une charge virale qui soit détectable chez un patient qui est sous traitement. Donc, voilà un peu. Et je pense que par rapport aux recommandations, il y en a une qui avait été émise, je crois, un peu par Gay Siri. Tout à C'était une fait. question, mais on peut peut-être la considérer comme une recommandation. Gay Siri, est-ce que tu peux revenir? Tu avais dit quelque chose qui m'avait semblé intéressant sur les aspects Analytique. pré-analytiques. Oui, Tout à fait. Tout à fait. Gantiri? merci. Oui, bonjour, professeur. Bonjour. Je demandais à ce qu'on fasse au moins un second prélèvement pour qu'on puisse au moins avoir la certitude. Puisqu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait fait le prélèvement, si on pouvait au moins, si on avait, puisqu'on avait déjà convoqué les patients au niveau de l'assistance sociale, on pouvait au moins passer au labo et faire un second prélèvement pour s'assurer des résultats. Parce qu'on a pris le même échantillon qu'on a dosé 2 fois. Et nous, d'habitude, quand on a, par exemple, une discordance pour la sérologie, on demande un second prélèvement. Donc, c'était intéressant de faire un second prélèvement au moment où les patients étaient de passage au niveau de l'hôpital. Merci. Merci beaucoup, Gantiri. Merci beaucoup pour cette recommandation qui est très pertinente. Nous voyons ici M. Abdourahmane. Dr. Abdourahmane, vous avez la parole. Ouais. Rebonjour, donc voilà, merci professeur pour la réponse. Et je suis entièrement satisfait. Je pense que c'est pareil pour nous, hein, la plupart ici au Niger également. Nous avons des difficultés à réaliser des dosages pharmacologiques. Et très souvent, quand on a ces cas, il nous faut collaborer avec d'autres laboratoires, notamment pour envoyer, parce que très souvent, l'idée c'est qu'on est confronté à, on ne peut pas forcément, même si le patient dit qu'il est observant, et on ne sait pas, puisqu'il y a quand même un fait, il faut expliquer cette charge virale élevée. Et très souvent, bon, on a vu, j'avais vu dans la littérature, il y a des virémies qui sont parfois persistantes, mais jamais au-delà de 1000 copies sous dolutegravir. Donc, il y a parfois des virémies persistantes, mais en général, pas au-delà de 1000 copies, quoi. Donc, sur ces cas, moi, je ne sais pas, en termes de recommandations, peut-être, si on croit à, si on doit se fier à ce que la patiente ou les 2 patientes ont dit,
En ce moment, on peut aller directement, si on recontrôle encore toujours la charge virale est très, très élevée, peut-être faire la recherche de mutation des résistances, aller directement. C'est peut-être la seule proposition que je voudrais faire, à mon avis, puisque c'est quand même un peu difficile, parce que c'est soit il faut, comment dire, comme elle a dit, Sokna, il faut faire confiance à la déclaration du patient et aller à l'étape suivante, ou bien confirmer avant de passer à l'étape suivante, tout en vérifiant, comme l'a dit des intervenants, que la préanalytique a été bien observée et que tout est OK dans ces aspects-là et que maintenant, il faut juste chercher à expliquer cette virémie importante, pourtant supprimée auparavant. Je crois que le patient a été mis il y a juste 3 ans, si j'ai compris, ils ont été tous mis en 2021 sous TLD. Donc, a priori, avec avec ces schémas, on a très souvent de virémie supprimée. Nous, c'est ce qu'on a observé ici au Niger. Très souvent, on arrive à supprimer. Et comment expliquer ces cas-ci? Vraiment, c'est peut-être la proposition que je voudrais faire. Je vous remercie. Je vous passe la parole. Merci à vous. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup vraiment pour votre intervention et ces recommandations que vous nous avez données pour ce cas. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations au niveau de la communauté? Donc, Il y a en ligne, je vois une là, recommandation. on est en train de gérer le chat là. Oui, je gère le chat. Donc, il y a Chabi Léonard qui nous dit faire le séquençage ou refaire la charge virale sur une autre plateforme pour avoir une étude comparative. C'est une option, mais parmi nos pays qui sont connectés ici, combien ont accès au séquençage tous les jours? C'est la grande question. Même si on a un séquenceur, des fois, on n'a pas des réactifs. Qu'est-ce qu'on peut faire de façon concrète quand on a un cas comme ça? Un patient qui a une charge virale supérieure à 1000, qu'il s'agisse de VIH2, qu'il s'agisse de VIH1. Qu'est-ce qu'on peut... C'est en fait ça. Le séquençage, c'est l'idéal, mais qu'est-ce qu'on peut faire vraiment dans notre routine de tous les jours? Sinon, on ne prendra jamais en compte, on ne pourra jamais répondre aux besoins de nos patients. Donc, je crois que voilà un peu les questions qui sont posées. Peut-être qu'on va donner maintenant la parole à Adja, l'expert qui va nous édifier. il y a une recommandation ici dans la salle avec Dr. Seck qui voulait intervenir concernant ce cas. Dr. Seck, vous avez la parole. Merci beaucoup. Rebonjour à toute la communauté. Ben, en tant que pharmacien, moi aussi, depuis, on est fusé sur le patient, les techniques de charge virale. Mais comme c'est dans le même site de prise en charge, quand même, c'est intéressant également de voir la qualité des médicaments également. Est-ce qu'il n'y a pas de problème avec le lot qui est disponible au niveau des sites de prise en charge, mais également les conditions de conservation également des médicaments qui sont donnés également aux patients. Là aussi, si possible, de faire des investigations dans ce sens. Est-ce que les médicaments dont on donne ces patients-là sont toujours de bonne qualité et efficaces? Voilà, c'est la contribution que je voulais apporter. Merci beaucoup, Dr. Seck, pour votre bien intervention concernant cet cas qui tourne autour sur la qualité des médicaments donnés. Donc, sans plus tarder, nous allons tourner sur notre expert qui va essayer de nous faire un petit résumé des recommandations. Madame Adja, vous avez la parole. Merci, Dr. Ousseynou. Merci à tous nos intervenants. Donc, je m'en vais vous faire le résumé des recommandations. Suite à nos échanges, on retient qu'il est impératif de respecter la phase préanalytique et une recommandation émanant de l'NCD concernant un nouveau prélèvement pour confirmer les résultats rendus. Parallèlement, nous avons pris une recommandation sur la recherche des mutations de résistance, soit le séquençage pour refaire la charge virale. Et la dernière recommandation est de s'assurer de la bonne qualité des médicaments qu'on dispense à nos patients. Merci, Dr. Ousseynou.
Merci beaucoup à l'experte Madame Adja. Donc, nous retournons vers Sorna. Sorna, donc je pense que ces questions de recommandation, ces questions pourront être bien traitées chez vous et ces recommandations seront bien pratiquées. Oui, docteur Hussein. On va en prendre compte. D'accord, merci beaucoup. Donc, nous allons passer à notre experte pour lui donner la parole pour qu'elle puisse nous faire la présentation qu'elle a réservée aujourd'hui pour cette cas pratique. Tout le monde va suivre avec Madame Adja. Madame Adja, vous avez la parole. C'est là vous pouvez partager la présentation. Merci encore, Dr. Ousseynou. Merci à notre très chère présentatrice de cas, Madame Sorna, donc, qui nous donne l'occasion aujourd'hui de traiter un peu de cette question qui est impérative, qui est la charge virale et qui est incontournable dans le suivi des patients vivant avec le VIH. Donc, je vais aborder la question de la charge virale en allant sur la définition, le principe et l'intérêt. Pour ce faire, nous allons adapter le plan. Donc, en première instance, nous allons parler de ce qu'est la charge virale, pourquoi elle est utilisée dans le monitoring, les recommandations qui ont été faites par l'OMS concernant le suivi des patients vivant avec le VIH, les facteurs qui peuvent influencer cette charge virale. Et parallèlement, nous allons présenter les plateformes qui sont dédiées à la charge virale au Sénégal. Donc, qu'est-ce que la charge virale? Elle peut être définie comme étant la quantité de virus chez les personnes infectées, chez une personne infectée. Elle peut être mesurée dans le sang ou dans le tissu lymphoïde. La charge virale plasmatique, donc, est définie comme étant le taux de réplication virale dans le plasma. Et la charge virale provirale, la charge provirale est la mesure de taux de virus intégré dans les cellules. Qu'est-ce qui se passe au niveau donc de nos cellules infectées? Comment on détecte le matériel génétique dans le sang? Le virus, une fois qu'il est dans l'organisme, il s'attaque préférentiellement aux lymphocytes TCD4. Donc, une fois intégré au niveau de la cellule, il va s'intégrer à l'ADN de la cellule hôte, pour former ce qu'on appelle ADN proviral. Cet ADN proviral est utilisé dans le diagnostic moléculaire, donc en diagnostic précoce, en diagnostic néonatal, tout ce qu'on fait PCR chez les enfants pour la détection précoce. Le virus va, grâce à cette intégration à l'ADN cellulaire, va modifier la machinerie cellulaire pour utiliser cette machinerie afin qu'elle puisse répliquer les différents le virus au niveau de la personne infectée. Donc, une fois que la machine cellulaire assure la réplication virale, le virus va circuler dans le plasma. On parle de particules virales ou de virus libre. Dans ce cas, on parle de charge virale plasmatique, qui consiste à quantifier l'ARN du virus qui circule dans le plasma. En définitive, la charge virale est le reflet donc, de la production de VIH dans toutes les cellules infectées. Il est important de savoir l'historique naturel de l'infection à VIH. Donc, en première infection, dans les premiers mois d'infection, on a un taux élevé de virus dans le sang, mais le taux de CD4 est supérieur au taux de virus circulant dans le sang. Au fil des mois, avec l'infection qui se propage, on a la destruction des CD4. Donc, il y a une destruction auto-immune faite par l'organisme lui-même, vu que les cellules infectées vont être détruites, ce qui va entraîner la cascade qu'on observe sur cette figure, la diminution du taux des CD4. Néanmoins, même avec cette diminution, l'organisme tente de lutter contre le VIH, qui essaye de maintenir cette infection à une concentration très faible. Au bout de certaines années, l'infection va prendre le dessus. Donc, avec la destruction progressive des CD4, l'infection va prendre le dessus et on assiste à l'apparition des infections opportunistes comme le Candida, Zona, Kaposi, qu'on reconnaît chez les patients vivant avec le VIH. Donc, l'infection peut être divisée en 3 parties. La phase primo-infection, la phase asymptomatique, donc on n'a pas de symptômes chez la personne vivant avec le VIH, c'est le dépistage peut nous montrer qu'il est infecté. Et la phase SIDA, donc là où on a le taux de virus qui est très important.
Et pourquoi on utilise cette charge virale dans le monitoring, donc dans le suivi des patients? Il faut savoir que la latence clinique n'est pas égale, n'est pas synonyme de latence virologique. Pourquoi? En cas de latence clinique, on ne voit aucun symptôme chez le patient. Le taux d'ARN viral est relativement constant et le taux de CD4 pareillement. Mais en cas de latence virologique, il y a le turnover. Donc, le virus est en train de se répliquer. Et cette réplication peut atteindre 10 puissance 9 virus par jour, donc des millions de virus par jour qui sont produits. Avec cette forte taux de réplication, il y a l'apparition des infections secondaires, des infections qu'on vient de citer tout à l'heure. Et cette fort taux de réplication continue jusqu'à la phase SIDA. Ce qui est représenté ici sur cette belle image qui nous montre un train circulant sur un wagon qui est détruit. Donc, au fil et à mesure de l'infection, si le patient n'est pas mis sous traitement, on tend vers la phase SIDA, donc vers la destruction totale de l'organisme, avec l'absence de CD4. Ainsi, pour freiner cette cascade, il est important de contrôler le virus. Qu'est-ce qui nous permet de contrôler le virus? C'est le traitement antirétroviral. Donc, c'est un traitement médicalisé qui est utilisé pour contrôler l'infection. Ce traitement consiste en une prise de plusieurs médicaments pour empêcher le virus de se multiplier, ainsi de réduire la charge virale dans l'organisme et permettre au système immunitaire de se régénérer. Le but du traitement antirétroviral est de maintenir la charge virale à un niveau indétectable, améliorant ainsi la qualité de vie des patients vivant avec le VIH, réduisant le risque de transmission du virus à d'autres personnes. Qu'est-ce qui se passe quand le patient dit être observant et qu'on a un très bon traitement? On a une baisse drastique de l'ARN viral. Donc, cette baisse va de 2 à 3 logs à 1 mois de traitement et peut aller jusqu'à moins de 40 copies à partir de 3 mois. Et on suppose à 3 mois, le patient doit être indétectable. Donc, on doit avoir une charge virale inférieure à 50 copies. Par contre, cette baisse est beaucoup plus faible au niveau de l'ADN viral, proviral, qui est aux environs de 0,5 log. Par contre, quand le patient est interrompu, le traitement, autant pour moi, est interrompu, on a une ascension du virus. L'ARN, la réplication va reprendre. Et cette réplication va reprendre de manière très importante, d'où on retrouve ce qu'on avait en phase SIDA, asymptomatique et SIDA. Donc, comment évolue le virus en cas de traitement inefficace ou partiellement efficace? Donc, c'est quoi un traitement inefficace ou partiellement efficace? C'est que le patient, il est sous traitement, mais il y a une réplication virale qui est là, allant de l'ordre de 10 puissance 3 à 10 puissance 6 virus par jour. Et chaque réplication peut avoir une mutation, au moins une mutation. Le cumul de ces mutations va entraîner qu'on aura des virus résistants qui ont un avantage de réplication et vont devenir majoritaires dans le système. Ce qui va entraîner l'émergence de virus résistants. Pour empêcher donc cette évolution vers la résistance, il est important de bloquer la réplication du virus. Seul le fait de bloquer la réplication du virus peut nous permettre de maîtriser cette multiplication importante qui entraîne ces mutations aussi importantes. L'ARN du VIH plasmatique doit être indétectable à moins de 50 pour qu'on puisse s'assurer qu'il n'y ait pas autant de réplication dans l'organisme humain. Donc, en résumé, à quoi sert une charge virale indétectable? Pourquoi on se tue à expliquer à nos patients l'importance d'être observant, l'importance d'atteindre une charge virale indétectable? Quand le patient n'est pas sous traitement, la personne vivant avec le VIH aura une charge virale élevée, ce qui signifie qu'il a un fort taux de transmissibilité de la maladie vers un autre sujet non infecté. Donc, quand on met le traitement et qu'il y ait un bon monitoring, que la personne est bien observante, au bout de 6 mois de traitement, la charge virale devient indétectable. Donc, quand la charge virale est indétectable, on a un patient qui vit avec un VIH dit supprimé ou à un taux indétectable, ce qui signifie que le patient n'infecte plus les personnes, il y a un faible taux d'infection, de risque de transmission, et la santé du patient est garantie.
C'est dans ce contexte qu'on parle de U égale à U. Undetectable égale à intransmissible. Donc, une personne indétectable ne va transmettre la maladie. Par rapport à cette charge virale, l'OMS a mis en place des recommandations pour faciliter le suivi des personnes vivant avec le VIH. Et parallèlement, nous allons parler aussi des facteurs qui peuvent influencer réellement la charge virale. Donc, l'OMS recommande a mis en place une note d'information allant dans la prise en charge du VIH. Donc, les dernières informations sur le suivi du traitement sont disponibles. Parallèlement, il a mis en place un guide pour l'utilisation des traitements antirétroviraux. L'OMS a mis en place aussi un algorithme de prise en charge pour les personnes vivant avec le VIH. Le suivi est fait chez les patients ciblés, donc suspicion d'infection clinique ou immunologique, suivi systématique de la charge virale, donc en cas de détection d'un échec virologique, le cas des patients de SORNA. Donc, il demande de faire une mesure de la charge virale et si cette charge virale est supérieure à 1000, d'évaluer les éventuelles difficultés d'observance du traitement. Une fois qu'on a évalué ces difficultés, il faut répéter la charge virale entre 3 et 6 mois. Si cette charge virale devient indétectable, inférieure à 1000, autant pour moi, continuer le traitement de première intention. Par contre, si c'est supérieur à 1000, il faudra passer au traitement de seconde intention. Ainsi, c'est quoi l'échec virologique? Selon l'OMS, la charge virale inférieure à 50 est jugée comme une charge virale indétectable. Quand la charge virale est égale à 1000, on parle de charge virale supprimée, inférieure ou égale à 1000. Donc, on parle de charge virale supprimée. Et pour les charges virales supérieures à 1000, ils sont considérés comme étant un échec virologique. Donc, l'échec virologique traduit la réplication donc, du virus en présence du traitement antirétroviral. Et l'échec virologique précède l'échec clinique. C'est important. D'où l'intérêt d'utiliser la charge virale, qui nous permet de détecter très tôt l'échec virologique afin de ne pas aller vers un échec clinique. L'importance de la charge virale, donc il y a des facteurs, au-delà de l'observance, il y a des facteurs donc, qui peuvent influencer la charge virale. Il faut savoir d'abord l'observance, mais comme l'a dit tout à l'heure notre collègue, il est très difficile de juger l'observance. On ne peut que se fier pour l'instant au dire de nos patients, mais l'idéal serait d'avoir les dosages pharmacologiques pour dire que le patient est observant ou pas. Il y a les erreurs de diagnostic qui peuvent influencer sur la charge virale. Quand on déclare qu'un patient est charge virale HIV2, alors qu'il est HIV1, il y a un problème. Il sera traité sur des plateformes dédiées à la charge virale HIV2. Il sera tout le temps indétectable. Il y aura toujours ces problèmes de suivi. Le non-respect des processus pré-analytiques. Donc, c'est très important de respecter ces processus. C'est la phase la plus délicate et elle présente 80% de nos erreurs de laboratoire. Dans la mesure où, dans cette phase, si on confond les patients, on rend des résultats erronés. Les résistances de virus au traitement, le patient peut être infecté par un virus déjà résistant, donc le traitement ne marche pas forcément chez ce patient. L'interaction médicamenteuse, donc ça c'est la partie clinique. Les cliniciens vont faire des enquêtes pour voir s'il n'est pas en train d'utiliser d'autres médicaments qui peuvent interagir avec les ARV. Il y a les habitudes alimentaires. On peut prendre le cas du kaolin, c'est nos mamans qui consomment le kaolin qu'on appelle communément keo chez nous. Donc, le kaolin bloque le métabolisme et rend la biodisponibilité des molécules très faible. Donc, on peut prendre les ARV, on peut être observant, mais il n'y a pas une bonne biodisponibilité du médicament. Il y a le facteur âge qu'on n'a pas cité ici, qui intervient dans le cadre du VIH2. Il faut savoir que ce sont deux virus différents. L'évolution change suivant que c'est VIH1 ou VIH2. Le virus VIH1 est beaucoup plus virulent que le VIH2. Donc, pour prendre en charge ces patients, ces demandes de charge virale, nous avons des plateformes qui sont dédiées à que ce soit la charge virale HIV1 ou que ce soit la charge virale HIV2. Donc, nous allons vous présenter nos plateformes. Donc, en 2024, ce sont les techniques qui sont disponibles au Sénégal. On a les plateformes qu'on dit conventionnelles, à savoir le Cobas-Statman, le M2000, qui nous aident dans la charge virale et le diagnostic.
Et ces plateformes ont la capacité de faire de grandes séries jusqu'à 90 échantillons pour le M2000, 48 échantillons pour le TACMAN. On a aussi ce qu'on appelle les point of care, donc le GNSPR, et le MPIMON. Le MPIMON nous permet de détecter le VIH1 et le VIH2 de manière simultanée, de faire le diagnostic aussi de manière simultanée, HIV1 et HIV2. Parallèlement, on a la plateforme Nordjec, donc avec l'utilisation des kits biocentriques qui sont dédiés uniquement à la charge virale HIV2. Donc, on utilise cette panoplie de plateformes pour pouvoir répondre aux besoins des patients et des cliniciens dans le suivi de la charge virale. Donc, en somme, Dr. Ousseynou, le laboratoire reste au cœur de la prise en charge des PVVIH. Donc, nous avons le devoir de poser un bon diagnostic. Un mauvais diagnostic mène à un mauvais résultat. Assurer un bon traitement des demandes en phase pré-analytique, c'est important. Le stockage, c'est important. L'acheminement, c'est important. Si tout ce système-là n'est pas respecté, ça peut influer sur le résultat. On peut rendre des résultats indétectables alors que le prélèvement était dégradé bien avant d'arriver au niveau du laboratoire. Rendre des résultats de charge virale fiables, donc devient notre devoir, ce qui est indispensable à la prise en charge des patients vivant avec le VIH. Il est à noter aussi que la charge virale est le gold standard de suivi de l'efficacité de l'infection. Merci, Dr. Ousseynou. J'en ai fini avec cette présentation. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame l'experte Adja. Franchement, merci beaucoup d'avoir accepté aussi d'être experte aujourd'hui. Et avant de même de vous remercier, nous allons remercier d'abord à notre présentatrice de cas qui nous a permis au moins aujourd'hui d'apprendre beaucoup de choses sur la prise en charge du VIH au niveau Sénégal. Donc, j'invite à toute la communauté d'abord de féliciter à Mme Sorne Gueye qui nous a permis aujourd'hui d'apprendre des nouvelles techniques concernant la prise en charge. Donc, j'invite à tout le monde d'applaudir à Mme Sorna. Tout le monde, ouvrez vos micros et il faut l'applaudir. C'est elle qui nous a permis aujourd'hui. Voilà. Merci beaucoup à Mme Sorna. Vraiment aujourd'hui, vous nous avez permis de donner l'occasion d'apprendre de nouvelles choses concernant la prise en charge du VIH au niveau Sénégal. Et nous allons retourner aussi les remerciements à notre experte aujourd'hui. Donc, prof, on n'a pas fait d'avoir choisi une experte aujourd'hui. Vraiment, à sa brillante présentation, on a beaucoup appris. Donc, nous allons tourner vers la communauté pour demander, recevoir les questions. S'il y a des questions concernant la présentation de Adja sur le cas d'aujourd'hui. Donc, la parole est à vous qui va la prendre. On va lever la main. Comme ça, on va accélérer les questions-réponses puisque le temps file. Donc, je pense qu'il y a des questions aussi au niveau du chat. Votre prof va les gérer. Aujourd'hui, c'est elle qui gère. Et prof, vous avez la parole. Merci beaucoup, Dr. Ousseynou. Oui, vraiment, je m'associe à vous pour féliciter notre présentatrice de cas, mais aussi Adja pour la clarté de sa présentation. Je pense que nous avons abordé quelque chose de nouveau. Jusque-là, on parlait que de diagnostic. Nous avons sauté le pas. Nous sommes allés dans la charge virale. Et je crois que voilà, ça fait partie aussi de notre quotidien au niveau du laboratoire. Et il n'est pas rare d'avoir des patients qui présentent une charge virale supérieure à 1000. J'aime bien le répéter. On a pris un cas de patient HIV2 parce que c'est ce qui avait semblé bizarre à Sorna, mais les patients HIV1 peuvent présenter le même profil. Et moi, j'aimerais vraiment peut-être très rapidement revenir sur les recommandations. Je pense qu'Adia a dit quelque chose de fondamental. La porte d'entrée, c'est le diagnostic. Si on n'a pas un bon diagnostic, on ne peut pas faire une bonne... on ne peut pas donner un bon résultat de charge virale derrière. Parce que si le patient est étiqueté HIV1 alors qu'il est HIV2,
ou s'il est étiqueté HIV2 alors qu'il est HIV1, vous imaginez, on va utiliser une technique qui ne sera pas adaptée. Elle a aussi beaucoup insisté sur les aspects pré-analytiques et même dans le chat, j'ai vu une intervention depuis Haïti. Merci à Étienne, qui est technologiste médical et étudiant à Haïti, qui insiste aussi beaucoup sur le volet pré-analytique. Comment s'assurer qu'on ait un prélèvement de qualité, d'autant que, nous le savons, il faut faire la séparation lymphocytaire assez tôt pour recueillir le plasma, le conserver si le test n'est pas fait tout de suite. Il y a eu beaucoup d'interventions qui ont été faites dans le chat. C'est vrai, si on a la possibilité de faire des dosages pharmacologiques, il faut le faire, mais encore une fois, ce n'est pas notre routine, ce n'est pas des tests que nous pouvons faire. Et surtout, ce sur quoi moi j'aimerais insister, c'est qu'on ne passe pas tout de suite au test de résistance. Il faut d'abord penser à confirmer est-ce que le patient est bien en échec. Donc, une charge virale supérieure à 1000, ça peut arriver, mais il faudrait le confirmer. C'est la raison pour laquelle l'assistante sociale a demandé de renforcer l'observance chez le patient et de lui demander de revenir au bout de 3 mois pour refaire un autre prélèvement et nous assurer effectivement que la charge virale reste toujours élevée. Et dans ce cas-là, à peu près, après, on peut peut-être envisager éventuellement, si les moyens le permettent, de confirmer par un test de résistance. Si les moyens ne le permettent pas, l'algorithme dit qu'il faut changer de traitement. Mais ce que Gagne Siri aussi a dit me semble très important. Comment nous assurer que c'est effectivement ce même patient, que le prélèvement, on ne s'est pas trompé de numéro. Nous savons que la plupart des erreurs surviennent en phase pré-analytique. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de choses, effectivement, que nous retenons aujourd'hui de cette présentation de cas faite par des femmes pour toute la communauté. Donc, moi, je suis très contente. La présentatrice de cas vraiment nous a gratifié d'une belle présentation. Adia aussi est revenue largement sur qu'est-ce que la charge virale, quelles sont les causes qui peuvent être à l'origine d'une charge virale qui est élevée. Donc, vraiment, machallah, je pense que là, on a gagné notre session aujourd'hui. Docteur Ousseynou, je vous rends la parole. Merci beaucoup, cher maître. Merci beaucoup, professeur. Vraiment, la présentation a été un bénéfice pour tout le monde, vraiment. Donc, nous allons passer la parole. Nous apercevons notre ancien expert, docteur Omar Diop, sur l'écran. Docteur, si vous avez des contributions à faire concernant le cas d'aujourd'hui et la présentation, vous avez la parole, docteur. Merci, docteur Gay. C'est un cas très intéressant et un problème que nous rencontrons de plus en plus. Je pense qu'il y avait quelques moments, il y avait quelques soucis, quelques tensions de réactifs. Bon, je pense qui nous a amené. Et moi, je voulais poser la question au professeur. Comment on pourrait faire pour corriger? Est-ce que actuellement il ne circule pas ou bien dans nos cohortes, il n'y a pas des patients comme ça qui sont typés VIH1 alors qu'ils sont VIH2 ou bien sont typés VIH2 après ou bien qu'ils sont VIH1. Je sais que chez vous, avant de faire souvent la charge virale, vous typez avant de faire la charge virale, mais ce n'est pas le cas au niveau de la périphérie. Est-ce qu'il y a un programme ou bien quelque chose qu'on peut faire pour corriger cela? Parce qu'il y avait un moment, il y avait des tensions de réactifs. Et je pense que l'algorithme a été un peu écorné et les gens essayaient de s'adapter. Merci. Merci beaucoup, docteur Omar. Je pense que c'est une très bonne question, mais je voudrais vous rassurer, on ne fait pas systématiquement la sérologie. Quand un échantillon arrive, jusqu'à preuve du contraire, on fait confiance au profil qui est marqué dessus. C'est seulement quand on a un résultat qui nous semble aberrant. Par exemple, on nous dit que le patient est VIH2. On fait le MPIMA
Et le MPIMA, parce que le MPIMA, l'avantage, c'est qu'il vous donne les deux résultats. Il vous donne le résultat VIH1 ou VIH2. Et on voit que c'est VIH1. Là, on est obligé de refaire la sérologie. Donc, on ne le refait pas systématiquement. Un autre cas, on peut avoir des patients qui ont, alors ça arrive de moins en moins, mais il peut arriver que le patient ne soit pas sous traitement. Normalement, on ne doit pas faire de charge virale chez un patient qui n'est pas sous traitement, mais il arrive qu'on nous apporte un prélèvement, parce que vous savez, les cliniciens, ils font les choses un peu comme ils les sentent, et on vous met pré-inclusion. Habituellement, on ne refuse pas de faire le prélèvement. Moi, je dis toujours, faisons-le. Et des fois, il peut arriver qu'on se rende compte que la charge virale, elle est indétectable. Ce n'est pas logique. Un patient qui n'est pas sous traitement, charge virale indétectable, ça pose problème. Donc, voilà les cas où on va refaire la sérologie pour voir est-ce qu'il n'y avait pas une erreur. Et il nous arrive de rattraper comme ça et de nous rendre compte qu'en fait, ce patient-là, quand on a fait la sérologie, en fait, il était marqué qu'il était HIV1, mais c'était un HIV2. Et donc, c'est comme ça qu'on rattrape. On ne peut pas faire systématiquement reprendre les sérologies pour tous les patients. On ne peut pas. On reçoit plus de 6000 charges virales annuelles. On ne peut pas. Mais il faudrait qu'en tant que biologiste, qu'à chaque fois que vous avez un résultat un peu bizarre, que vous vous posiez la question. Un patient qui a une charge virale supérieure à 1000, je regarde quelle était la charge virale antérieure. Est-ce que la charge virale antérieure était supérieure à 1000? Et ça nous permet aussi de pouvoir faire ce qu'on appelle l'interprétation. Parce que quand une charge virale est supérieure à 1000, si c'est la première fois, normalement, nous devons recommander de renforcer l'observance et de faire une charge virale de contrôle. Mais si, par exemple, le patient, sa charge virale antérieure déjà était supérieure à 1000, il revient encore une fois avec une charge virale supérieure à 1000, la recommandation, ça va être d'envisager de faire un génotypage. Donc voilà, donc, et c'est là qu'on nous attend, nous, en tant que biologistes, qu'on puisse participer à l'interprétation des résultats que nous avons. Donc, docteur Oumar, c'est les résultats qui vont guider notre démarche. C'est les résultats de charge virale qu'on va avoir, qui vont faire, ou des fois, vous rendez un résultat, et si vous regardez le bulletin, vous vous rendez compte que sur le bulletin, on avait dit que c'était VIH2, mais le technicien l'a techniqué comme VIH1. Donc, voilà les choses. Donc, quand on signe un résultat, on doit s'assurer que le résultat qu'on rend au patient, en fait, est en conformité avec la prescription déjà. Donc, prendre le temps de revoir la prescription, le bulletin. Et c'est là que des fois qu'on se rend compte qu'il peut y avoir des discordances entre la demande et la technique qui a été utilisée ou entre le résultat qui est obtenu et ce qui était attendu. Donc, sinon, au plan national, nous avons le contrôle de qualité de sérologie qui est mis en place, qu'on envoie à tous les sites pour nous assurer que dans les sites, le diagnostic se fait de façon correcte. Mais vous savez, les erreurs peuvent toujours survenir. Donc, il faut vraiment toute tout un processus depuis le réactif. Est-ce que le réactif est bien conservé? Est-ce qu'il ne s'est pas dégradé? Donc, devant tout résultat inattendu, se poser les bonnes questions. Est-ce que le prélèvement était bien fait? Est-ce qu'il a été acheminé dans de bonnes conditions? Est-ce qu'il a été séparé dans les délais? Est-ce que les réactifs qu'on a utilisés sont bons? Est-ce que les contrôles sont bons? Quel était le résultat antérieur du patient? Tous ces éléments, c'est ça qui va nous permettre véritablement de pouvoir conclure et de participer, pas seulement de signer aveuglément des résultats, mais de participer à l'interprétation des résultats. Donc voilà un peu ce que je peux dire. J'ai vu tout à l'heure que Dr Niabali de la Guinée avait levé la main. Ousmane, vous êtes encore là? Je suis là, professeur. Oui, Bonjour, professeur. bonjour. Vous allez bien? Ça va, merci. Merci, moi, c'est Alhamdulillah. Ousmane. Ouais, ravi de vous revoir encore après la Merci. séparation en Guinée-Bissau. Oui.
Voilà, je suis Ousmane Nabali, microbiologiste de formation et évoluant au laboratoire de biologie moléculaire de CTA Donka, hôpital de jour, où nous réalisons en tout cas les charges virales du VIH1. Bon. Merci pour la présentation à Madame Ba qui vient de se présenter l'autre facture. De passage de sa présentation, elle parlait que l'échec biologique précédait l'échec clinique. Ma question est de savoir maintenant quel est le rapport qui existe entre l'échec immunologique, virologique et l'échec clinique. C'est ça ma question. Merci. Ousmane, là, tu veux nous coller, quoi. Tu veux nous montrer que toi, tu es médecin et nous, on n'est que biologistes. Non, mais tu as raison, c'est une bonne question. En fait, le premier élément qui va nous alerter, est-ce que le traitement ne marche pas, c'est l'échec virologique. Une charge virale qui devient supérieure, détectable, supérieure à 1000 est le premier élément. Si cette charge virale continue de se multiplier, en fait, de persister dans l'organisme, on va avoir l'échec immunologique parce que les virus vont se multiplier dans les CD4 qui vont être détruits. Et ensuite seulement survient l'échec clinique, c'est-à-dire l'apparition des infections opportunistes. Et on considère qu'il y a un délai de 6 mois entre l'échec virologique et l'échec immunologique, et un délai de 6 mois entre l'échec immunologique et l'échec clinique. Mais donc, ça veut dire que entre l'échec virologique et l'échec clinique, il y a à peu près 1 an. Et maintenant que nous n'avons plus les CD4 dans notre panoplie de tests, vous imaginez qu'un patient va continuer à multiplier son virus de façon non contrôlée par le traitement pendant 1 an au moins, en tout cas aux alentours, avant l'apparition des premiers signes d'infection opportuniste. Donc, c'est pour ça, tout ça est l'effet de la charge virale. Et pourquoi est-ce qu'il faut le faire et s'assurer vraiment chez le patient que la charge virale est indétectable. Je pense qu'il y a des cliniciens qui sont connectés. J'avais vu Dr. Jules. Je ne sais pas s'il est encore là, s'il veut ajouter quelque chose. On avait demandé à professeur Ndeye Fatou du CTA de se joindre à nous. Je pense qu'elle a peut-être oublié. Est-ce qu'il y a un clinicien dans le groupe qui voudrait compléter ce qui vient d'être dit? Docteur Abdou Khader, est-ce que vous avez des contributions à faire? Je pense qu'il s'est déconnecté. Il s'est déconnecté. Il s'est déconnecté. Bon, docteur Jules aussi n'est pas là. Donc, je crois que c'est ça qu'il faut retenir, Ousmane. L'échec virologique survient 6 mois avant l'échec immunologique et l'échec immunologique survient 6 mois avant l'échec clinique. Et comme quasiment dans beaucoup de nos pays, on ne fait plus de CD4, vous comprenez qu'il est important qu'on détecte très tôt les échecs virologiques, c'est-à-dire une charge virale qui est supérieure à 1000. Donc, voilà ce que je voudrais dire. Je pense qu'on a un tout petit peu dépassé l'heure. Docteur Ousseynou, vraiment, je voudrais juste faire un dernier mot, remercier notre présentatrice de cas, remercier Docteur Adja pour sa présentation et inviter vraiment les membres de la communauté à présenter des cas parce que c'est de la communauté, ce sont les difficultés que vous rencontrez tous les jours qui nous permettent de, comment dire, qui nous permettent d'apporter des solutions et de discuter entre nous pour essayer donc de trouver quelles sont les meilleures recommandations. Donc, Dr. Ousseynou, je vais vous rendre la parole et vous remercier pour la très bonne facilitation que vous avez eu à faire aussi aujourd'hui. Merci. Dr. Ousseynou, votre micro est fermé. Merci beaucoup, prof. Merci beaucoup aussi à vous de vos interventions que vous avez faites. Je joins vraiment à vous pour féliciter aussi la présentatrice de cas et notre experte ici aujourd'hui. Donc, je pense qu'au niveau de la communauté, il n'y a plus de contributions concernant la présentation
de l'expert parce que ça nous reste juste 9 minutes. Il est 14h21, alors on va s'arrêter à 14h30. Donc, est-ce qu'il y a d'autres interventions sur la présentation de l'expert au niveau de la communauté? Au niveau, au niveau du chat, il n'y a pas de recommandations? Non, j'ai rien vu de nouveau. Peut-être si je dois faire la synthèse, oui, je crois que j'en ai déjà parlé. Il y a eu Étienne de Haïti qui avait parlé de la phase pré-analytique, de renforcer l'éducation thérapeutique. Il y a eu plusieurs vraiment, je ne sais plus qui a parlé de l'éducation thérapeutique, c'est un collègue. Sinon, comment se focaliser sur les erreurs en pré-analytique. Voilà. Il y a eu une autre question qui a dit comment s'assurer que le prélèvement n'est pas dégradé, que le génome le génome du VIH n'a pas été dégradé. Donc, voilà, globalement. Sinon, ce sont des remerciements qui ont été faits par les différents membres qui ont pris la parole. Donc, Merci. merci beaucoup, prof. Donc, nous allons passer nos remerciements à la communauté de leur participation à cette session de ECHO, 5e session de ECHO. Et nous invitons à tous de préparer des cas et de nous envoyer ces cas pour qu'on puisse traiter ça ensemble, pour que tout le monde puisse gagner de nouvelles connaissances concernant la prise en charge du VIH au niveau du pays. Nous félicitons encore sans cesse notre présentatrice et notre expert ici aujourd'hui et à notre invité, le Dr Seck, qui fait partie de nous, s'est déplacé de Thiès jusqu'à Dakar pour participer à cette session ECHO. Donc, franchement, prof, nous félicitons tout le monde et remercions tout le monde d'être là, participer à cette session ECHO et nous invitons à toute la communauté de venir aussi avec leur cas pour qu'on puisse partager ça ici. Et merci beaucoup. Merci à tout le monde. Donc, on se donne rendez-vous dans 15 jours pour d'autres cas avec d'autres structures. Merci beaucoup à vous tous. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci beaucoup. J'attends toujours, professeur. D'accord, on va se prendre. Merci. Merci beaucoup. On va se parler. Docteur Oumar Traoré, nous avons des collègues qui sont connectés de partout. Merci beaucoup. Nous étions 70. Merci Jess, merci Ignace. Je ne remercie pas les Sénégalais. Ils se doivent d'être là. Voilà, mais merci à tous ceux qui se sont connectés aujourd'hui. Merci de faire vivre cette communauté. Merci à vous. Merci pour la présentation. J'espère qu'on se reverra très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Au revoir. Ah, Saratou depuis la Côte d'Ivoire. Ousseynou, je pense qu'il faut présenter la grande salle. Oui. Merci et félicitations. Merci et félicitations. Par ma gauche, par Madame Pauline. Madame Pauline. Bonjour Pauline. Si vous pouvez se présenter. Vous rapprochez, tu te rapproches. Bonjour à la communauté, c'est Pauline biologiste au niveau de. En fait, c'est Madame Poc. Hein, il faut bien faire la présentation. C'est voilà. Madame Jeune Expert et Mpima. Ouais, Madame HIV2 en plus. Merci. Vous êtes ça complet. Faut dire toucher. C'est bon. Okay. Allez, on se dit à dans 15 jours. Merci. Au revoir. Bye bye. Je vous fais visiter un peu. Vous voyez là où je suis?